Novembre 2010. Avec la mise sous tension du supercalculateur Terra 100, la France se classe au 6e rang mondial par sa puissance de calcul. Un supercalculateur aujourd'hui, il faut s'en faire une image assez simple et assez proche d'un ordinateur classique que vous pouvez avoir sur un bureau. Si le supercalculateur ne tient bien évidemment pas sur un bureau, c'est que sa puissance de calcul est incomparable. Pour obtenir une puissance de calcul bien plus importante au sein d'un supercalculateur, eh bien, on multiplie le nombre de ses processeurs. Et on en met un très grand nombre qu'on va essayer de faire calculer en parallèle au sein d'une même machine. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers pour les plus gros supercalculateurs, nombre de processeurs assemblés au sein d'une même machine. Et aujourd'hui, les calculateurs les plus importants sur la planète sont capables de réaliser un pétaflop, c'est-à-dire un péta-opération par seconde, c'est-à-dire tout simplement 1 million de milliards d'opérations par seconde. La problématique de gestion de ces volumes de données est très importante. On est obligé d'associer à ces supercalculateurs des infrastructures de stockage très conséquentes. Une machine ultra puissante donc, qui est devenue indispensable dans de nombreux domaines de recherche. Un supercalculateur, en fait, est un superordinateur. Donc, ça sert à faire tourner dessus des applications qu'on appelle des applications de simulation numérique. Ces applications permettent, par exemple, de remplacer les expériences quand les expériences elles sont inaccessibles. Par exemple, sur nos calculateurs, on tourne des simulations numériques qui permettent de modéliser les effets des tremblements de terre. Bon, expérience qu'on ne peut pas provoquer, évidemment. Ou alors, ils permettent également de faire tourner des applications de simulation numérique concernant l'astrophysique pour reconstituer, par exemple, l'évolution de l'univers ou le fonctionnement du Soleil, chose que, bien entendu, on ne peut pas faire en grandeur réelle. Allons voir de plus près quel genre de simulation on peut obtenir dans le département de recherche en astrophysique. Là, je vais vous présenter une simulation numérique de la turbulence du milieu interstellaire. Donc, le milieu interstellaire, c'est le milieu qui se trouve entre les étoiles. Donc, vous avez ici un cube de simulation qui fait environ 50 années-lumière de côté. Et ce qu'on voit, c'est la densité du gaz. Parce qu'en astrophysique, la simulation numérique a une place très importante puisque les systèmes sur lesquels on travaille sont dans le cosmos et donc ils ne sont pas accessibles à l'expérimentation. Donc on peut uniquement faire des observations, donc avec des satellites ou des télescopes, mais par contre on ne peut pas faire d'expériences de laboratoire sur les étoiles ou sur les galaxies. Et donc la simulation numérique permet en quelque sorte de faire des expériences numériques qui ont des défauts mais qui permettent quand même d'appréhender ces systèmes et de les avoir dans un ordinateur. C'est un peu l'équivalent d'un laboratoire pour les astrophysiciens. Les climatologues partagent la même problématique que les astrophysiciens, à savoir l'impossible expérience. Là encore, c'est grâce aux évolutions technologiques que la recherche avance. L'expérience de physicien, qui est de changer un paramètre, toute chose égale par ailleurs, n'existe pas. Donc on fait ce qu'on appelle l'expérience numérique. C'est-à-dire qu'on espère avoir un modèle idéal qui représente la Terre, et puis sur cette Terre numérique, on fait une série d'expériences. On part de 1850, et puis on essaye de reconstruire l'histoire du climat jusqu'à aujourd'hui, et ensuite on continue à faire tourner le modèle une centaine d'années, et ça devient une projection. La résolution est grossière, mais avec un ordinateur pas très puissant, c'est ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Aujourd'hui, on a les mêmes précipitations simulées par un modèle dont les cases font plutôt une centaine de kilomètres. Donc on voit des choses beaucoup plus précises. On voit ici passer toutes les dépressions de la zone des 40e en J100. Alors ça permet de mieux représenter les phénomènes physiques, ça permet aussi de mieux représenter régionalement ce qui se passe. À l'heure où le réchauffement climatique est au centre des préoccupations, ces simulations sont regardées de très près. On a des relations avec les assureurs qui s'intéressent à nos simulations pour savoir comment le climat va changer. Ils s'intéressent beaucoup, eux, à l'évolution de ce qu'on appelle les événements extrêmes, c'est-à-dire les évolutions de tempêtes ou d'inondations, qui sont les événements les plus difficiles à simuler pour nous et qui sont les événements qui demandent le plus de puissance de calcul. Cette quête de la performance permanente a bien entendu un coût que les avancées technologiques ont permis de réduire ces dernières années. L'évolution des technologies dans le domaine de l'informatique et des processeurs en particulier fait que ça a démocratisé le calcul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre à disposition des chercheurs des moyens de calcul d'une dimension exceptionnelle à des prix qui sont abordables. Il y a certains domaines scientifiques où l'expérience est toujours possible,
mais où les calculs numériques ont atteint une telle précision qu'on limite le plus possible nos expériences, qui coûtent cher, et on s'en tient au calcul. Pour garder sa crédibilité dans le monde de la recherche, la France doit se maintenir dans la compétition du meilleur supercalculateur. Cette compétition, elle est importante politiquement et je dirais elle est assez emblématique. Pour les chercheurs, ce qui est important, c'est de disposer d'un parc de machines suffisamment performantes je dirais, pour pouvoir rivaliser dans la compétition scientifique avec nos collègues d'autres pays. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir la machine la plus puissante, mais il suffit d'avoir je dirais, quelques ordinateurs de taille suffisamment importante. Je dirais peut-être dans les 20 ou 50 premiers, c'est suffisant. Bon, aujourd'hui en France, il y a un programme d'investissement français et européen qui fait que les climatologues peuvent être présents dans la course internationale. Mais c'est un effort permanent, puisqu'on voit les Chinois qui viennent d'investir de façon considérable, qui vont venir dans la course très très fort. Une course qui a vu arriver pour la première fois la Chine en tête du classement des ordinateurs les plus puissants, devant les États-Unis jusqu'à présent leader incontesté.